Bonjour à tous, salut Juliette. Hello Flavien, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si le son, la caméra est OK aussi. Normalement, on a essayé de bien régler ça, mais il y a toujours des petites erreurs, donc n'hésitez pas à nous dire. Et puis aussi, si vous allez bien, si vous êtes en forme, du coup, ce matin pour ce webinaire. Ouais, n'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous connectez. J'aime bien moi savoir un peu si où est-ce que les gens sont, qu'on puisse créer. S'ils Est-ce ont le qu'il y a, il soleil. y a une team Nantes par ici ou Nantes Bretagne? Après Nantes Bretagne, grand sujet, grand débat. Est-ce que Nantes est en Bretagne ou pas? Dites-le dans le chat. Quel est votre avis pour ceux qui sont dans le coin? À Marseille bébé, il y en a qui ont le soleil, qui ont de la chance, qui sont dans le sud. Team Paris, Île-de-France, ouais, il y a du monde un peu de Bah tu partout. vas vers Marseille, tu vas bientôt les rejoindre, tu me disais. Ouais, ouais, ouais. Même encore plus dans le sud. Je vais faire partie de cette team-là très bientôt, ouais. Milan, on a même Jules, que je connais bien, qui est Waouh, en Italie, donc magnifique. Bonjour à tous. on va laisser, comme d'habitude, le temps du coup, que tout le monde se connecte. Donc, on est très content de faire ce webinaire avec Juliette. On se connaissait du coup plus ou moins de loin avec Juliette, et puis on avait voulu du coup faire un contenu ensemble. Donc, on a décidé de faire ce contenu-là du coup sur les campagnes all-band aujourd'hui et du coup en 2025 parce que c'est encore plus d'actualité. Toi, Juliette, ça fait déjà un petit moment que tu travailles sur ce sujet-là et que tu en réalises pour toi ou pour tes clients. Ouais, 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 carrément. En fait, j'ai découvert ce terme-là quand j'étais salariée. Je dirais que j'ai commencé à le voir apparaître, ce terme, quand, en 2020, je pense, je dirais, autour de cette période-là où je lisais pas mal de newsletters américaines, forcément. On va pas se mentir, les Américains sont toujours en avance sur le marketing. Première astuce du webinar, abonnez-vous à des newsletters de ricains. Euh, mais ouais, j'ai commencé à voir ce terme-là et je trouve que c'est un terme absolument génial pour résumer tout ce dont on va parler et pour l'avoir mis en place en tant que salarié et le mettre en place chez les clients aujourd'hui, c'est incroyable les résultats. Donc c'est un peu tout ça qu'on va vous partager. Ouais, franchement, je suis tout à fait aligné avec toi. C'est vrai qu'on avait toujours en plus ce débat. Bon, maintenant, on n'a plus trop, mais outbound, inbound. L'outbound, ça a vraiment réuni les meilleurs des deux. Donc, c'est Mm. l'objectif du coup de ce webinaire, de vous montrer comment pouvoir vous le réaliser ensuite. Comme d'habitude, on essaye d'être le plus actionnable possible, vous montrer ensuite des cas concrets pour que vous puissiez à la fin de ce webinaire essayer de reproduire et le reproduire du coup pour vous ou pour votre entreprise. Exactement. On va gratter du papier ou gratter Essayez papier crayon, c'est pas mal. Comme ça, on est bien focus tous ensemble et Ouais. c'est parti. Ouais, et puis surtout, comme d'habitude, vous aurez du coup le replay plus la présentation qu'on vous enverra à la suite de ce live. Donc, vous pouvez rester concentré, vous aurez tout ce que vous aurez besoin après ce live. Mais pour commencer, du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Je te laisse te présenter, nous dire ton parcours, qui tu es, ce que tu fais. Yes. D'où viens-je? Où vais-je? Exactement. Enchantée tout le monde. Moi, ça fait 10 ans que j'évolue dans le marketing et que ça me passionne absolument à 100%. Que ce soit le marketing de la partie brand, design, etc., jusqu'à justement cette partie très sales, très data, très business, avec un petit penchant pour même cette partie-là qui m'excite le plus. Et donc, depuis 2020, j'ai commencé à accompagner des boîtes en conseil. Et puis, depuis 2023, c'est vraiment en full time. Avant, j'étais la plus grosse expérience que j'ai eue et dont je vais pas mal vous parler forcément, parce que c'est là qu'on avait mis beaucoup, beaucoup d'allbound et c'est dans cet environnement-là que j'ai découvert ce concept et que je l'ai appliqué. C'est que j'ai passé 4 ans chez Spendesk, qui est la 26e licorne française. Donc, moi, je suis arrivée au tout début, c'était une start-up, et quand je suis partie, c'était une licorne. Donc, je vous laisse imaginer le niveau d'évolution et tous les challenges qu'on a pu affronter, les choses très bien qu'on a fait, qui font qu'on est arrivé là, mais aussi toutes les erreurs qu'on a faites. Et c'est ça aussi que je veux vous partager ici et que je partage de manière générale. Et donc, tout ça, je le partage maintenant ouais, avec des clients. J'accompagne, soit je coach des marketeurs plutôt juniors pour les aider à devenir des top performers. Je fais aussi du conseil pour les dirigeants. Et puis là, je lance une nouvelle part d'activité qui est de la formation en marketing. Donc vraiment de la formation conférence. Si jamais ça vous intéresse, on vous aurez plus d'infos à la fin aussi. On pourra discuter de tous ces sujets-là. Et donc, un des sujets justement que je compte développer dans mon catalogue de formation, c'est justement ce terme d'allbound et tout ce qu'on met derrière et comment concrètement le mettre en place dans vos boîtes.
Trop cool, mais super parcours. Et c'est vrai que Spendesk avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il y a même, je crois, un terme de Spendesk Mafia, de tous les anciens Spendesk qui ont entrepris derrière, Tout à fait. qui est pas mal connu. Merci beaucoup, Juliette. Moi, pour me présenter rapidement, du coup, je suis Flavien, j'ai 27 ans, je suis Head of Growth chez Faro. Faro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, du coup, de base de données B2B qui vous permet de faire des listes de prospection ultra qualifiées en quelques clics. Et ça va faire maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chez Faro. Avant, j'ai entrepris aussi, j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai commencé du coup chez Faro où je m'occupais toute la partie du coup outbound, inbound, aussi allbound. Et maintenant du coup j'ai une équipe avec moi où je vais plus manager et plus être du coup sur la partie vraiment du coup management, KPI, etc. Et on a 2 pôles du coup inbound et allbound qui sont répartis. Génial. Donc il commence à avoir pas mal de monde, mais on va pouvoir commencer. Allez. Let's go. Déjà, pour commencer ce webinaire et l'introduire, on voulait partir d'un constat simple. C'est que suivant du coup votre maturité et l'expérience que vous avez du coup en acquisition de prospection, il y a différents canaux d'acquisition qui vont avoir une performance plus ou moins élevée. Si on commence du coup au début, on est débutant en acquisition ou en prospection, souvent ça va être l'outbound qui va être le canal qui va être privilégié sur lequel vous aurez le plus de performance. Pourquoi? C'est déjà le canal qui est le plus facile à mettre en place. Maintenant, on peut se former assez rapidement, on peut créer des listes de prospection assez facilement, on peut lancer du coup les premières campagnes et contacter les prospects assez facilement. Donc, c'est le plus accessible et en même temps le plus facile à mettre en place sur lequel vous aurez le plus de retours rapidement. L'inbound, quand on est débutant, c'est souvent un peu plus complexe, créer des articles SEO, savoir du coup faire du branding, savoir faire du coup du bon contenu sur LinkedIn, c'est prend un peu plus de temps, c'est un peu moins accessible. Et l'allbound, quand on est débutant, soit on ne sait pas ce que c'est, ou alors on n'a pas le temps de le faire, ou on n'a pas les compétences techniques pour le faire. Deuxième niveau du coup de maturité, on a un niveau intermédiaire, on commence à prendre de l'expérience du coup en acquisition, mais souvent on a une répartition en termes du coup de performance, en termes de résultats, outbound, inbound qui est égalitaire. On a toujours l'outbound qui reste très performant, mais l'inbound prend de plus en plus de poids, ce qu'on arrive aussi à voir du coup sur une entreprise qui devient de plus en plus mature. Et souvent on a commencé à essayer à mettre en place des premières campagnes outbound, mais soit on est une trop petite équipe, soit on n'a pas encore assez d'expérience ou de compétences pour vraiment du coup passer ce cap-là. Et ensuite, on arrive sur la partie expert. Expert, du coup, il n'y a pas forcément d'âge, mais souvent, c'est au bout de 2, 3, 4, 5 ans, du coup, on fait de l'acquisition. Ben là, on se rend compte que c'est les campagnes all-bound qui ont vraiment le plus de résultats, sur lesquels on arrive à avoir, du coup, les meilleurs KPI. L'inbound prend aussi de plus en plus de poids dans le temps. Et l'outbound continue, du coup, à être performant, mais du coup, à moindre échelle. Pourquoi? Parce que ben, on a travaillé beaucoup la notoriété, on a beaucoup travaillé notre SEO, notre contenu. Donc, il va surtout soutenir, du coup, les deux premiers canaux d'acquisition. Ouais, pour rebondir là-dessus, très rapidement, c'est vrai que c'est, ce dont on va pas mal parler aussi, c'est ce côté que cette approche all-bound, en fait, elle est beaucoup plus ROIste, donc ROI, retour sur investissement, elle est beaucoup plus intéressante en termes d'impact, de résultats. En fait, je vais vous le montrer dans l'exemple que je vais vous présenter après, mais en fait, l'investissement versus le gain que vous allez avoir sur vos ventes, votre CA, ça va être un truc de malade avec, en alliant parfaitement l'inbound, l'outbound pour en faire de l'allbound. Et justement, c'est la slide suivante. Pour ceux qui sont venus là, qui ont pas forcément, qui se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce terme un peu bizarre d'allbound? Qu'est-ce que c'est que cet anglicisme à la con encore? En fait, c'est tout simplement le mix parfait. C'est une stratégie d'acquisition hein, et de conversion aussi qui va mixer parfaitement l'inbound et l'outbound. Je ne vais pas vous réexpliquer, je pense que vous êtes assez au courant de ce que inbound et outbound signifient. Mais en fait, ça va vraiment être parfait parce qu'on va à la fois prendre ce côté de l'inbound qui est de pousser le bon contenu au bon moment à la bonne personne et en même temps avec, on va intégrer à ça le bon intent. Alors pareil, anglicisme, j'ai pas beaucoup mieux, mais le meilleur, signal d'intérêt. Donc ça, c'est aussi en ajoutant de l'outbound, on va pouvoir, dès qu'il y aura le bon intérêt qui est déclenché, on va avoir, soit le bon contenu, soit le bon sales qui est envoyé pour faire avancer le prospect dans le funnel. Intention, en effet, Florian, ça peut être bien. Merci beaucoup. Pour avoir une bonne stratégie all-bound, ce qui va être absolument, absolument primordial et en fait, on peut même retirer pour avoir, une bonne stratégie all-bound, mais pour avoir une bonne stratégie marketing, il faut moi
malheureusement, je le vois encore tellement souvent chez des clients aussi, les personas, c'est pas un terme comme ça. Il y a vraiment un réel travail, une réelle connaissance des personas à avoir. Hem, Même vous, les marketeurs, on a tendance à se dire: «C'est bon, on les connaît les personas». Il y a vraiment, l'importance quand on fait de l'outbound, si on veut que ça fonctionne, il faut absolument, absolument connaître son audience et toutes les toutes les personnes qui constituent son audience. Son cycle de vente aussi. OK, il se passe quoi? À quel moment la personne passe de prospect à, prospect, qualifié, à opportunité et à client? Comprendre, quelles sont les étapes, quels sont les temps entre chaque, la vélocité entre chaque étape, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Avant-dernier point, c'est la vision. Je trouve aussi qu'on a tendance à parfois être un peu trop dans le court terme, dans les actions quick win, les actions rapides qui vont ramener rapidement du résultat. C'est pour ça qu'on parlait d'outbound tout à l'heure, qui est en effet un retour sur investissement rapide. Mais en fait, les stratégies marketing et outbound qui vont être les plus performants, c'est ceux qui vont se baser sur la vision, certes à court, mais aussi à moyen et à long terme. Et le dernier point également, qui semble assez logique, mais je préfère le rappeler, inbound marketing, outbound plutôt sales. Donc, il vous faut absolument une excellente collaboration avec les 2 équipes, entre les 2 équipes. Ça, si jamais, j'ai aussi pas mal de ressources que j'ai, créées sur ce sujet-là. Si vous voulez aller creuser, on pourra en discuter. Mais l'alignement sales et marketing, c'est la clé pour que tout ça fonctionne et on va vous parler, après des routines que vous allez pouvoir mettre en place pour ça. Il y a un point que tu remontes, Juliette, qui est super intéressant. C'est vrai que c'est l'évolution aussi des personas. Comme tu dis, les gens sont quand même de plus en plus éduqués à créer des personas, mais à les faire évoluer dans le temps un peu moins. Et c'est vrai qu'actuellement, ben, les outils, ils évoluent énormément. Les outils que vos personas utilisent, les problématiques qu'ils ont, et il y a aussi beaucoup de FOMO. Deux entreprises similaires, souvent, ils auront un peu les mêmes problématiques au même moment. Donc, l'évolution va aussi énormément, du coup, impacter vos messages. Donc, vos personas, les peines qu'ils avaient il y a un an, ça ne sera pas forcément les mêmes que ceux qu'ils ont maintenant. Donc ça, c'est vrai que c'est un point que pas beaucoup de boîtes font, mais je pense qu'il change vraiment l'efficacité de coup des campagnes outbound que l'on fait. C'est vrai que le sujet persona, on peut encore en parler pendant des heures, mais ouais, les habitudes de consommation évoluent, les formats qu'on consomme évoluent. Donc typiquement, pour une stratégie all-bound, il faut savoir quels sont les meilleurs formats qui vont le plus performer auprès de notre audience. Donc il faut, pouvoir moi, ce que je recommande, c'est de refaire un point de temps en temps, on va dire tous les 6 mois, on refait une passe sur son persona et tous les ans, de refaire une analyse un peu plus poussée, de retourner faire des interviews. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet du webinaire. On pourra en refaire un sur les personas parce que c'est passionnant aussi. Ouais. Mais voilà. Et donc ce que je voulais vous présenter aussi, ah oui, avant l'étude de cas un peu de Spendesk, c'est quels sont donc les KPI, les Key Performance Indicators, les stats, un peu les données à suivre pour s'assurer que, ta stratégie all-bound, elle fonctionne bien. C'est qu'on va regarder dans un premier temps le taux de conversion à chaque étape du funnel. J'en parlais tout à l'heure, d'où l'importance de connaître son funnel, son cycle de vente, c'est de se dire: OK, quel est mon taux de conversion entre un prospect qualifié et un prospect qualifié qui devient une opportunité et puis un client? Et de regarder en fait les taux de conversion entre chaque et d'essayer évidemment d'augmenter au maximum ces taux de conversion. C'est intéressant aussi parfois de regarder entre prospect et client, de regarder aussi juste ce taux de conversion-là. Peut-être que vous avez des taux de conversion qui sont plutôt bons sur l'ensemble et finalement, quand on regarde, c'est pas excellent entre, prospect et client. Donc voilà, le taux de conversion, c'est pour moi une data qui est absolument primordiale et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir construire des stratégies marketing de plus en plus performantes. Ensuite, on va regarder aussi le taux d'engagement en fonction des contenus que vous allez créer. Ça, pareil, on en reparlera de quel contenu à quelle étape du funnel. Mais regardez, à la fois, bon, les vues, les likes, moi, honnêtement, je m'en tape. C'est de la vanity metrics, c'est pas de la metrics, de la donnée qui va vraiment vous indiquer que ça a fonctionné ou pas. Donc si vous voulez le regarder, on le regarde, mais on va plutôt regarder vraiment concrètement les conversions que vous allez avoir. Est-ce que il y a eu, tant de téléchargements et c'est tant de personnes qui sont devenues clients derrière? C'est ça qu'on va regarder plutôt sur le taux d'engagement. Et puis, voilà, ça va être le pourcentage aussi si vous avez, je sais pas, un software, un logiciel, c'est, bah, combien de personnes ont fait une demande de démo ou combien de personnes ont choisi de faire l'essai gratuit et cetera.
ou les rendez-vous obtenus si vous proposez des services ou tout autre type de produit. Donc, ça va être de regarder vraiment ces 3 pour moi data-là sont les plus importantes à suivre. Et puis en fait, ça augmente aussi énormément le nombre d'opportunités que vous allez générer quand vous mettez une stratégie all-bound en place versus à faire que de l'outbound. Et justement, transition parfaite avec le cas suivant. Alors, que veulent dire ces petits camemberts? En gros, moi, ce que je voulais vous partager, c'est que quand j'ai commencé, donc j'ai passé 4 ans moi chez Spendness. Je suis arrivée en 2018, je suis partie en 2022 et concrètement, il m'a fallu 4 ans pour faire évoluer les choses, pour vraiment ajouter cet élément all-bound dans la stratégie. Donc concrètement, ce qui se passait, c'est que quand je suis arrivée, les sales et le marketing, ils se parlaient pas du tout. Chacun bossait de son côté. Du coup, il y avait les sales d'un côté, ils étaient une dizaine à cette époque, et puis côté marketing, j'étais solo sur la France. Donc, on va dire 85% en fait de l'activité du CA venait vraiment par les sales. Moi, je venais d'arriver, il n'y avait pas encore grand-chose côté marketing. 2 ans plus tard, j'ai mis en place beaucoup de process, de routines, de méthodes avec les sales. Encore une fois, on vous partagera ça après. Mais là, on est redevenu à un peu un équilibre. 50% venaient de l'activité des commerciaux et 50% venaient du marketing. À savoir, c'est là où il y a toute la magie de l'all-bound quand on le met en place, c'est que côté sales, il y avait 30 personnes. Côté marketing, il y avait toujours moi. Donc, on était à 50-50. C'est pour vous montrer le retour sur investissement. C'est que finalement, tu as une personne qui génère 50% des clients qui viennent du marketing. Et en 2022, on a complètement inversé la tendance. Donc 2 ans plus tard encore, j'étais toujours solo à gérer le marketing sur la France. Cette fois, on était à peu près 50 sales et finalement alors, c'est plus tant une répartition sales et marketing parce que comme je vous le disais, c'est une approche globale en fait des 2. Mais c'était plutôt de vous montrer qu'en fait le marketing participait à 90% du CA généré. Les 10% restants, c'était vraiment du pur sales où c'était un sales qui avait contacté tout seul, qui avait closé tout seul et qui avait jamais utilisé une seule ressource marketing. La personne n'avait vraiment pas visité le site, enfin, c'était très rare. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ce concept-là, mais c'est aussi de regarder, d'avoir une approche first touch, last touch ou multi-touch. Je vais aller très rapidement là-dessus, c'est encore pas non plus le sujet de ce webinaire, mais c'est important pour comprendre un petit peu ces chiffres. C'est que soit on peut vérifier, on peut définir qu'un prospect, il vient des sales parce que la première personne qui l'a contacté, c'était un commercial. Donc ça, c'est du first touch. On peut dire peut-être c'est du last touch et du coup c'est le marketing, c'est que peut-être c'est un sales qui l'a contacté au tout début, mais en fait à la fin il a fini par télécharger un livre blanc et c'est par là qu'il est arrivé pour demander une démo et du coup là on dit que c'est le marketing. Nous on s'est dit on va plutôt regarder le multi-touch et c'est ça aussi pour l'all-bound qui fonctionne bien, c'est d'avoir cette approche de regarder en fait quels ont été tous les points de contact du lead pour comprendre si c'était un effort commun où c'était vraiment one shot que d'un côté. Et donc, résultat, ça a fait en moyenne une évolution de 40% du CA chaque année. Donc, c'est pour vous montrer vraiment le fait de mettre en place une telle stratégie, d'intégrer autant le marketing et les sales, c'est vraiment hyper, hyper puissant. Mais c'est important aussi de prendre le temps. Ça prend du temps de mettre ça en place. Ouais, clairement. Il y en a pas mal qui disent 4 slides sur 37. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de slides aussi où c'est des images, etc. Normalement, on devrait finir à midi pour que vous puissiez manger et Florian pour que vous puissiez partir en week-end avec votre femme ou vos enfants. Il y aura vraiment pas de souci là-dessus. Mais, mais très, très, très intéressant du coup cette partie-là. Et c'est vrai que j'étais un peu en avance du temps, mais maintenant on le sait du coup que la partie marketing et sales doit travailler en alignement et surtout on a plus de performances long terme en allant du coup sur du contenu all-bound, sur du contenu marketing, que uniquement sur du sales, du sales, du sales, du sales. Et là, toi, tu l'as fait du coup tout seul Spendesk, mais c'est vrai que plus l'équipe aussi est fournie, et souvent plus on arrive aussi à avoir des résultats, en tout cas plus rapidement. Alors, comment du coup va se dérouler ce webinar? Premièrement, du coup, on va vous aborder le thème quel contenu créer dans vos campagnes all-bound.
du coup, comment du coup créer, j'ai marqué outbound en plus, excusez-moi, c'est outbound normalement, quel contenu créer, comment savoir du coup sur au niveau du cycle de vente, comment prioriser ça, etc. Donc ensuite, la deuxième étape, on va vraiment vous dire, OK, vous savez du coup sur vos cycles de vente, quel contenu vous devez créer, comment prioriser la création de contenu. Je pense que parmi l'audience, parmi les personnes qui sont là, il y en a beaucoup qui sont une petite équipe, voire qui travaillent tout seuls. Vous ne pourrez pas créer tous les contenus que vous avez besoin. Donc, quels sont les contenus les plus importants, comment faire un calendrier de création, etc. pour pouvoir avancer, lancer vos premières campagnes all-bound sans avoir un contenu qui est encore le plus fourni possible. Ensuite, on va dans le concret. Comment construire étape par étape une campagne all-bound. Il y a plusieurs étapes du coup qui sont indispensables et on va tous vous les montrer du coup avec Juliette. Et puis, on partagera un exemple de campagne all-bound que l'on fait chez Faro pour que vous puissiez avoir un exemple actionnable du coup à pouvoir réaliser à la fin de ce webinaire. Première partie du coup, quel contenu créer dans vos campagnes all-bound? Juliette en parlait du coup en préambule, le cycle de vente est super important à connaître pour réussir sa campagne all-bound. Donc les cycles de vente sont de plus ou moins complexes. Là, on a partagé un cycle de vente très basique, mais qui est applicable chez 95% des entreprises. Donc un cycle de vente, on va commencer par la partie prospection, la première étape. Les prospects, enfin, en tout cas, ne nous connaissent pas encore. Donc on va essayer de rentrer en contact avec eux pour attirer leur attention et déclencher un intérêt. Ensuite, une fois qu'on a passé cette première étape-là, on arrive sur la deuxième étape du cycle de vente, la partie qualification. Le prospect a démontré un intérêt pour notre solution, notre service. Maintenant, c'est à notre tour de le qualifier, voir s'il correspond à la cible que l'on souhaite adresser, s'il a vraiment des besoins, s'il a du budget, s'il fait partie de la taille d'entreprise que l'on vise, etc. pour gagner un maximum de temps dans notre cycle de vente et être le plus efficient possible et avoir la meilleure conversion possible. Troisième étape, une fois qu'on a qualifié le prospect, on arrive souvent sur une phase de nurturing ou en tout cas une phase de réflexion du prospect où il nous a entendu, il a écouté notre solution, peut-être qu'il va avoir d'autres solutions, peut-être qu'il doit réfléchir, peut-être qu'il doit parler du coup à ses fondateurs ou alors à d'autres personnes de l'équipe. Donc là, il y a vraiment une phase où on va entretenir le prospect jusqu'à la phase de closing, où là, on arrive sur la quatrième étape, où le prospect n'est pas loin d'acheter, il manque souvent un petit pied à franchir, quelques objections, quelques questions. Et donc, c'est la quatrième étape de ce cycle de vente-là. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de cycles de vente adaptables sur plein d'entreprises. C'est vraiment un cycle de vente très classique. Donc, suivant ces cycles de vente, pour réussir une campagne de vente, il va falloir du coup créer des contenus pour chaque étape du cycle de vente. Donc, si on part sur la première étape du cycle de vente, l'étape de prospection, quels sont l'objectif du coup l'étape de prospection? C'est d'attirer et captiver le prospect, susciter son intérêt pour qu'il démontre un intérêt du coup pour votre service, votre produit et qu'il arrive du coup sur la deuxième phase, la phase de qualification. Donc là, il y a plein de contenus qui sont possibles de faire pour cette première phase, des contenus qui fonctionnent très bien actuellement, notamment ça va être les vidéos personnalisées, notamment si vous avez un produit comme on le fait chez Faro, ben, c'est très vite, très marquant du coup de faire une vidéo personnalisée en montrant un use case qui est spécifique à la personne que l'on va contacter. Donc l'objectif là, c'est vraiment attirer son attention, qui démontre un intérêt pour qu'il arrive sur la deuxième étape. Sur la deuxième étape, du coup, de qualification, on aura du coup du contenu qui aura pour objectif de gagner la confiance de notre prospect. Il a démontré un intérêt pour notre solution, il s'est dit mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que j'ai cette problématique-là. Par contre, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Il faut montrer son expertise. Il faut qu'il gagne la confiance, qu'il dise OK, ce produit-là ou ce service-là répond à mes besoins. C'est vraiment du coup un must-have ou alors le service va vraiment du coup m'apporter la valeur ajoutée. Donc là, il faut démontrer son expertise par des webinars, par du contenu LinkedIn, par des articles de blog pour que le prospect soit persuadé du coup que vous soyez la bonne personne pour l'aider. Une fois qu'on arrive du coup sur cette phase de qualification, il a gagné la confiance. Toute la phase du coup avant le closing de nurturing, il faut maintenir l'intérêt dans le temps. Il y a des cycles de vente qui sont plus ou moins longs. Plus vous avez un cycle de vente long, plus vous allez devoir du coup rajouter du contenu pour être dans l'esprit du prospect et lui apporter de la valeur pendant tout son cycle de réflexion ou d'achat. Donc, là, maintenir l'intérêt du prospect, ça va être des newsletters, des études de cas à lui partager, voilà, il y a plein d'autres contenus, mais vraiment l'objectif c'est de ne pas être trop intrusif, de faire des relances sans que ça soit des relances, continuer à apporter de la valeur au prospect dans le temps. Et ensuite, le prospect est pas loin d'acheter, on arrive sur la dernière phase, du coup la phase de closing. Donc ça, son objectif, c'est de le convaincre définitivement d'acheter votre produit ou votre service. Donc là, ce qui fonctionne très bien, c'est des témoignages spécifiques de personas similaires aux siens ou de secteurs d'activité ou industries similaires aux siennes, des simulateurs de ROI. Qu'est-ce que ça lui rapporterait d'utiliser mon produit ou mon service? Il reste une dernière étape à franchir, donc c'est ce genre de contenu-là qu'il faut lui pousser.
Yes, c'est sûr, alors on est désolé pour Jérémy qui a rage quit le webinaire parce qu'apparemment c'était trop long. Donc là, ouais, sur la partie, en fait, qui va faire quoi, dans cette stratégie all band? En fait, évidemment, bah, le marketing va s'occuper de toute la création de contenu, de regarder, en fait, à chaque étape qu'est-ce qu'il va créer comme contenu, donc tous les contenus, par exemple, que présentait, Flavien juste avant. Hem, il va y avoir également tout le sujet d'automatisation. Alors ça, c'est quel outil on va utiliser. Ensuite, ça dépend un peu de son budget, hein. Moi, j'aime bien Brevo, il y a Pledzi. Si vous avez plus de budget, il y a HubSpot qui vont permettre, d'automatiser tout ça. Et ensuite, ça va être important aussi d'A/B tester, d'A/B tester, en fait, tout ce que vous allez faire régulièrement et de vérifier, en fait, régulièrement les résultats. Et côté sales, en fait, ça va être important aussi de jouer le jeu et que les sales utilisent ces contenus, qu'ils les personnalisent en fonction de ce qu'ils connaissent de leurs prospects. Les sales doivent aussi donner un maximum de feedback, de retour de ce qu'ils ont entendu sur le terrain. On vous parlera aussi des routines justement, qui permettent de faciliter tout ça. Et à eux aussi derrière, de qualifier des prospects et de compléter justement le CRM pour que le marketing puisse voir, bah, en fait, OK, tel contenu qu'on a créé, certes, on a eu beaucoup de téléchargements, mais en fait, les leads, les prospects qu'on a eu derrière sont pas hyper qualifiés. Donc on peut aller chercher directement dans le CRM les pourquoi c'était pas assez, qualifié. Yes. On a une question qui est intéressante de Ender qui dit: «C'est adaptable pour les petites équipes, ça fait quand même pas mal de contenu à créer». C'est vrai que là, sur, le webinaire, on est vraiment sur une répartition marketing sales, 2 équipes, mais pour soit les solo founders ou alors les petites équipes, en fait, c'est tout à fait adaptable. C'est juste que tu auras pas la même répartition, c'est-à-dire que tu vas juste toi répartir en fait ton contenu, au moment où tu vas le pousser. Si tu fais tout seul, beh, tu vas avoir ton contenu, prospection et nurturing qui va être dans tes campagnes, du coup, outbound, tes campagnes de nurturing et ton contenu du coup qualification et closing que tu vas pousser toi quand tu fais tes relances à tes prospects, dans le temps ou que tu vas sur la phase de closing. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, Juliette, mais en fait, c'est vraiment faisable, pour n'importe qui. La seule chose, bien entendu, c'est le nombre de contenus qu'on a à disposition. Plus on est une petite équipe, plus ça mettra du temps à créer cette bibliothèque. Bah, c'est ça, hein, moi, c'est comme je vous disais, en fait, chez Splanet, j'étais solo à gérer toute la strate de contenu et strate marketing France, donc j'ai tout et ça m'a pris 4 ans, en fait, pour vraiment avoir une stratégie all-bound hyper puissante. Donc ça se fait, c'est juste qu'on le fait petit à petit. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de commencer par, concrètement, qu'est-ce que les sales demandent? Et intégrer principalement les demandes d'abord de contenu, généré par les sales et ensuite rajouter je dirais qu'en termes de répartition, au début, vous pouvez partir sur un 60-40. 60% des contenus créés sont vraiment des réponses aux demandes des sales, et 40%, c'est des contenus parce que vous avez fait une recherche, que vous avez, fait des interviews persona, parce que vous avez fait vos recherches, de, SEO et cetera et cetera. Donc, au début, ça peut très bien être ce 60-40 sur votre répartition du temps. Ouais, clairement. Puis déjà, si on a, 2 contenus par étape, 1 ou 2 témoignages, 1 ou 2 articles de blog, une vid 2 ou 3 vidéos et cetera, ça va vous prendre, une semaine, allez, un mois à tout créer et vous avez déjà de quoi faire pour, une bonne année facilement. Ouais, c'est ça et moi aussi, Linda, je suis, solo dans mon business et je suis en train de monter ça. Alors ça prend un peu du temps avant d'avoir un truc, carré, mais tu peux commencer en fait à même en étant solo, à rajouter de temps en temps des blocs de création de contenu, et définitivement les témoignages clients, c'est hyper important, 1 ou 2 contenus téléchargeables pour récupérer de la donnée mail, enfin, même en solo, moi je suis en train de mettre ça en place donc c'est faisable, c'est un peu de temps mais c'est faisable. Ouais. Du coup, comment prioriser la création de contenu? Ben, ça répond typiquement à la question de Linda ou d'Ender pour pouvoir être le plus efficient possible, notamment quand on est une petite équipe. Exactement. En fait, tout simplement prioriser en fonction du ROI que vous allez avoir. Certains contenus vont avoir un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide, que d'autres. Définitivement, le SEO, on le sait, a un retour sur investissement qui est beaucoup plus long parce que le temps que Google te référence sur telle et telle chose, bah, ça prend, forcément plus de temps. Versus si tu mets en place, une campagne justement de prospection automatisée ou de publicité très ciblée, bah, là, ça va être un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment doser en fait avec le temps que vous avez, avec le budget que vous avez, avec, ce retour sur investissement. Donc, qu'est-ce qui va générer moi sincèrement en premier faites des choses qui génèrent un maximum de retour sur investissement. C'est pour ça que, je crée un peu de contenu sur LinkedIn et là je commence à me lancer sur YouTube, Instagram et cetera. Mais en priorité, je me suis créé un livre blanc et en fait, je renvoie tout le monde vers ce livre blanc, comme ça je récupère le mail et derrière je peux leur pousser de prendre un rendez-vous et cetera.
Ça, c'est ce qui rapporte, par exemple, quand on est solo, ou au tout début, quand on commence tout juste à créer une stratégie marketing pour une entreprise, un produit, un SaaS, et cetera. Voilà, c'est focus sur ce qui aura le plus de conversion et d'engagement. Ensuite, suivre les bonnes métriques, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas reparler, mais c'est quelles sont vraiment les datas qui vont être les plus intéressantes à suivre? Ça va être les taux de clics, les taux de conversion, le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous, et cetera. Donc ça, il y a aussi un sujet de mettre en place un outil de suivi des données. Ça, un Google Analytics ou plus si, ça peut être du Amplitude, ça peut être du, Looker Studio, et cetera, et cetera. Et donc de bien suivre aussi, je vous disais, le ROI va être différent en fonction de l'étape du funnel où on en est et en fonction des résultats, et cetera. En haut de funnel, ça va être souvent un ROI qui est plus long, versus en bas, il y a moins de monde, donc le ROI est souvent un peu plus rapide, à être, là, quoi. Donc adapter tout ça, en fonction du ROI et ça va vous permettre de prioriser, en fait, quel contenu faire d'abord. Yes. On a 2 questions, très intéressantes. La première de Bastien. Juliette, de par ton expérience, quel est le type de contenu, format, et cetera, qui fonctionne le mieux en B2B SaaS, notamment sur la partie ads? Sur la partie ads, ce qui fonctionnait, on avait chez Spendesk et j'ai remis ça chez des clients et ça fonctionne aussi assez bien, c'est d'avoir d'un côté un contenu à télécharger, un livre blanc, et cetera. Alors ce qui fonctionne le mieux, essayez de prendre qu'est-ce que vous faites et un livre blanc qui est vraiment hyper subtil sur le titre. Typiquement chez Spendesk, donc outil de gestion des dépenses pro, mon livre blanc qui fonctionnait le mieux, c'était le guide pour optimiser mes dépenses professionnelles. Concrètement, je savais que 100 des gens qui téléchargeaient ce guide, en fait, c'est qu'ils avaient des galères d'optimisation de leurs dépenses pro. Donc, ils avaient besoin de notre solution. Donc, un contenu premium à télécharger comme ça, un guide, un livre blanc. Et puis, on avait une pub qui fonctionnait mine de rien pas si mal sur de l'envoi vers de la démo. On poussait, en fait, on avait un testi client et quand la personne, on faisait du LinkedIn Ads. Et en fait, on faisait un testi client. On a essayé sous format vidéo, juste une image, juste le texte. Et puis, on renvoyait vers un formulaire intégré de LinkedIn. Et c'est là, alors ça coûtait un peu plus cher, mais on avait des meilleurs taux de conversion. Donc encore une fois, c'est une question de retour sur investissement. Ouais, et c'est vrai que sur l'Ads, on voit beaucoup aussi qui fonctionne, même pour le B2B, de l'UGC ou même toutes les boîtes qui font des émissions, du BFM TV ou du Qui va être mon associé. C'est vrai que de la notoriété comme ça, de la réassurance, ça fonctionne aussi pas mal en Ads de ah, il est passé là, du coup, ça doit être sérieux. Ou alors, il y a ce client-là ou cette personne connue qui parle de lui, ça fonctionne bien, ça fonctionne aussi très bien, il me semble. Ouais. Il y en a une autre question très intéressante de Christine qui dit: Je suis solo et je propose 2 grandes offres, coaching pro et recrutement. Je suis en train de créer mon site. Le blog est pertinent ou non, ou il faut rester juste sur LinkedIn? Et ben encore, ça, c'est un sujet, c'est une question qu'il faut que tu poses à tes personas. Très rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne et qu'on est à la slide 12 sur 37 et je ne veux surtout pas que vous passiez à côté de votre week-end. Mais très rapidement, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'ai 2 personas. J'ai les dirigeants et j'ai les marketeurs. Et en fait, en discutant avec des dirigeants, moi, je m'étais mis en tête, OK, je vais publier sur LinkedIn, je vais avoir un blog, un machin, un truc. Et en fait, en discutant avec les dirigeants, ils m'ont dit: En vrai, on a zéro time d'être sur LinkedIn. Donc, en fait, j'ai aucun intérêt à créer du contenu sur LinkedIn à destination des dirigeants parce qu'ils y sont pas». Ils m'ont dit: Nous, on va un peu avec des events où on a des communautés WhatsApp, et cetera, où on demande sur l'univers startup, on demande de l'aide à nos VC, par exemple. Donc, je me suis rapprochée, par exemple, de certains VC pour que quand leurs clients dirigeants disent: On a besoin de conseils marketing», les VC pensent à moi. Versus les marketeurs, ils m'ont dit, quand j'ai posé la question, qu'ils étaient un peu sur LinkedIn, mais un peu quand ils avaient le temps. Mais par contre, pas mal m'ont dit: On va vachement chercher de l'info et faire notre veille sur YouTube. Donc je me suis dit: YouTube, je vais peut-être me lancer. Et du coup, c'est pour ça que je suis en train de me lancer en ce moment, parce que ils m'ont dit: Nous, on consomme beaucoup de contenu sur YouTube. Et je vais intégrer aussi un blog parce que j'ai aussi certains marketeurs qui m'ont dit: Nous, on préfère des articles, des choses à lire, c'est plus simple pour nous, et cetera. Donc c'est vraiment, en fait, tu vas poser les questions à ton audience et c'est eux qui vont te dire où est-ce qu'il faut que tu te focuses, et ne perds pas de temps sur des plateformes qui n'ont pas d'intérêt. Clairement. Puis de toute façon, la création d'articles de blog te servira toujours parce que tu vas pouvoir le réutiliser pour envoyer tes prospects dans tes campagnes, et cetera. Alors, si tu fais que du contenu LinkedIn, envoyer un post LinkedIn sur une campagne, c'est un peu plus touchy, ou en tout cas, ça se fait moins. Donc, quoi qu'il arrive, du contenu comme ça te servira toujours, Christine. Hem
Ouais, ce qu'on va utiliser aussi, bon, bah, forcément, on a parlé, de l'alignement sales et marketing. C'est hyper, hyper important qu'on puisse, se retrouver, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Physiquement, allez vous asseoir avec les sales aussi, les marketeurs vraiment, ça c'est le top, tips, de la terre entière. Ensuite, vous allez, en fonction des prospects qui rentrent dans le funnel, vous allez les prioriser en fonction d'un score aussi. Si c'est parfaitement le bon persona, si ou si c'est pas forcément le top persona et il y a du coup un petit peu plus de travail à faire. Donc mettre en place ce qu'on appelle du lead scoring, ça va aussi être extrêmement important dans votre stratégie all-bound. Et puis évidemment, pour créer tout votre contenu, bah, ça va être important d'avoir un calendrier édito. Clairement. Et le score de priorisation va aussi pas mal vous servir du coup pour savoir, quel contenu, vous avez besoin. Donc les sales, en vous faisant des réunions avec eux, ils vont vous dire: «Ah ben moi il me manque ce témoignage-là, ce témoignage-là, ce témoignage-là» et du coup vous ensuite en tant que marketeur, vous allez dire: «OK, combien de temps ça met? Sur quel, use case je vais pouvoir l'utiliser? Quel sera l'impact? Est-ce que je le priorise ou pas?» et comme ça vous avez très rapidement un calendrier qui se dessine, celui-là, celui-là, celui-là et cetera. Hem Donc oui, très rapidement aussi, mais donc réunion régulière, par exemple, moi je recommande à tous les responsables sales et les responsables marketing, faites-vous un point hebdo, vraiment pour, travailler sur les quick wins, qu'est-ce qui est où est-ce qu'on en est des résultats et cetera. C'est hyper important. Les côtés marketing, créer un maximum de modèles, de templates pour que vous aussi ce soit le plus facile et le plus rapide de créer des nouveaux contenus. Partager les responsabilités, je vous le disais, bah, OK, le sales demande un témoignage client, du coup, le marketing, OK, va s'y mettre, mais il faut que le sales continue à faire partie de ce projet-là pour vraiment aider et puis ce côté, feedback aussi, le fait de travailler et de co-créer tous les contenus et toute cette campagne, ça va aussi vous permettre d'avoir un meilleur, retour, en fait et les contenus seront vraiment hyper, hyper bien et du coup, la campagne outbound fonctionnera d'autant mieux. Du Maintenant, coup on va vous développer en 7 points comment on va construire une campagne all bound et je garde le timing en tête. Le premier point de comment on va construire une campagne all bound, c'est on va se focus sur un segment. Le segment, ça peut être, 2 choses. Soit on se dit qu'on se focus sur un persona principal. Moi, j'aime bien cette approche-là, ça permet de se dire: «Je vais avoir, ma campagne», je reprends mon cas, ma campagne dirigeant et je vais avoir ma campagne, marketeur. Et donc, j'ai tout mon funnel all-bound dirigeant et tout mon funnel all-bound marketing, en préparation actuellement. Mais voilà, ça peut être par le persona et ça, c'est pas mal. Hem, Ça peut être aussi par le secteur d'activité. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait chez Spendesk, par exemple. C'est on va se focus, on veut absolument closer des entreprises qui sont dans le secteur, je sais pas, de la pharmaceutique ou ça peut être par région aussi. C'est on a envie d'avoir plus d'entreprises, qui sont dans la région, PACA, par exemple. Donc, ça va être d'identifier un petit peu quel est le segment sur lequel on veut se focus et donc ça, on va regarder aussi les données du CRM, les données, moi typiquement, c'est, regarder aussi Google Analytics parce que parfois pour identifier des segments intéressants, si on regarde sur la géographie, bah, je me suis rendu compte chez Spendesk qu'on était très connus en Île-de-France. On avait beaucoup de trafic qui venait d'Île-de-France, mais très peu qui venait du reste de la France. Donc on a développé des campagnes all-bound en fonction des régions pour essayer d'attirer plus de gens, vers la plateforme. Donc on va avec le CRM et les données, on va aussi reprendre les personas et on va se créer vraiment une liste hyper ciblée sur ce segment. Étape 2, ça va être de faire un audit en fait des contenus qui sont déjà existants. Et évidemment, si on part de zéro, bah, ça on passe cette étape-là, mais souvent quand on met en place une stratégie très all-bound, on a déjà un petit peu des posts LinkedIn, on a quelques articles de blog, on a potentiellement un ou 2 livres blancs, il y a un webinar qu'on a déjà fait et cetera et cetera. Donc on va identifier tout ce qu'on a en fonction des différentes étapes du funnel et ensuite, on va créer en fait une matrice de contenu pour identifier quels sont les trous dans la raquette. Où est-ce qu'on a le contenu et où est-ce qu'on n'en a pas. Éventuellement, est-ce que des contenus existants doivent être mis à jour. Et donc voilà, ça va être important d'identifier, de faire cet audit-là. Ensuite, on va préparer évidemment le plan d'action. Donc, quand est-ce qu'on veut mettre en ligne cette nouvelle campagne Allbound? Et donc, moi, j'aime bien partir d'un rétro-planning. Donc, de se faire une roadmap inversée de OK, je veux partir, enfin, je veux lancer tout ça à telle date.
qu'est-ce que ça signifie en termes de deadline de manière inversée si je commence aujourd'hui. Donc ça, définir en fait un calendrier assez précis et vraiment pour être le plus efficace possible, méga, méga précis. Et des KPI, donc des objectifs qui vont être clairs. Qu'est-ce qu'on veut? Un nombre de rendez-vous, un volume de chiffre d'affaires, un volume de prospects, et cetera, et cetera. Ça, il faut bien identifier aussi qu'est-ce qui va être intéressant pour vous. Et donc, moi, je vous conseille là-dessus d'avoir un outil aussi pour suivre au même endroit tout ça, un outil qui soit commun aux commerciaux pour vraiment avoir une meilleure communication, une collaboration la plus fluide possible. Ensuite, bah, on prépare. Donc on va, copywriter les emails pour, la partie nurturing. On va créer la landing page sur le site internet. On va, en effet, créer des vidéos personnalisées ou bien un livre blanc et cetera et on va devoir paramétrer tous les outils pour être sûr que tout, ensuite, une fois qu'on appuie sur, lancer, que tout déroule exactement comme le plan était prévu. Quand on va lancer la campagne, ça va être important de bien se coordonner entre les marketing et les sales. Parce que le travail, on a beaucoup travaillé en amont. Maintenant, pour s'assurer du succès de cette campagne-là, il faut continuer à bien collaborer. Donc, on va bien avoir formé en amont les commerciaux sur quels sont les contenus qu'on a créés. On peut leur avoir créé d'ailleurs des documents, j'appelais ça des game plans pour les sales quand je sortais des grosses campagnes comme ça. Et d'avoir vraiment un suivi, d'avoir bien été formé aussi côté, marketing. On est formé à toutes les techniques des commerciaux pour bien comprendre comment eux vont ensuite dérouler, côté prospection et côté closing, vente, auprès des clients. 6e étape. 6e étape, c'est, bah, en fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien mettre en place un tracking, donc un suivi des résultats en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, pardon. Et donc de suivre ça, alors en temps réel, en tout cas d'avoir la possibilité d'avoir un suivi en temps réel et de faire, moi je vous conseille côté marketing de faire un point, toutes les semaines pour voir comment ça roule. Vous faites le point aussi avec le responsable commercial et puis de pouvoir, vraiment très rapidement ajuster aussi, des fois on a l'impression que tel truc va fonctionner puis en fait non, donc pouvoir avoir cette capacité d'être hyper réactif pour modifier au besoin les contenus, les séquences de mails, les approches commerciales qui ne fonctionnent pas. Et dernière étape extrêmement important et pourtant sous-estimée, la plupart du temps, c'est l'importance de créer ce qu'on appelle un post-mortem. Alors post-mortem, c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais en tout cas de faire un récap de comment s'est passé parce que post-mortem, c'est souvent quand ça s'est mal passé. Mais en tout cas de comprendre comment ça s'est passé. On avait quelle équipe, quel budget, quels objectifs, qu'est-ce qu'on a fait? Et on avait prévu d'avoir tel résultat, on en est où? On a sous-performé, surperformé? Enfin voilà, c'est important de bien faire un état des lieux et d'être très honnête et de bien documenter ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné pour que la prochaine campagne, on puisse être super efficace et que ça puisse être encore meilleur que ce qu'on a fait. Et donc, une réunion de fin de campagne évidemment et un rapport de fin de campagne que là, vous allez pouvoir peut-être partager, à une audience un peu plus large que juste marketing et sales parce que c'est des informations qui sont toujours intéressantes pour l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà, en récap, on se focus sur un segment, on fait son audit de contenu, on prépare son plan et ses KPI, on prépare sa campagne, on la lance, ensuite on suit, on optimise et on documente, on documente, on documente. Merci beaucoup Juliette. Du coup, vous avez toutes les étapes en main du coup, pour créer une campagne all-bound. Maintenant, du coup, on va passer dans le concret. Un exemple de campagne all-bound, comment on l'a créé, etc. Donc là, c'est un exemple de campagne que l'on fait avec Faro. Je crois qu'on l'a lancé du coup d'ailleurs début janvier. On l'a préparé sur novembre et décembre. Donc, c'est une campagne en direct dont vous partagerez les résultats. Première étape du coup que nous a dit Juliette, le segment. Le segment est super important pour avoir du coup des bons résultats. Bastien le disait tout à l'heure dans le chat, ça revient à l'ABM. C'est exactement ça, une campagne all-bound. C'est très chronophage, donc l'ultra ciblage est très important. Nous sur Faro, du coup, c'est des campagnes qu'on va faire sur notre segment prioritaire, les Head of Grow, les CMO, les Growth Outbound. Une fois qu'on a du coup le ciblage de persona, on veut un ciblage secteur d'activité en plus.
on va analyser, on connaît nos meilleurs clients, quelles sont les entreprises qui ont du coup le plus de valeur chez nous, qui ont la plus grande lifetime value, qui vont rester le plus longtemps, etc. Nous, c'est toutes les entreprises un peu tech, conseil info, développement logiciel. Là, j'ai choisi d'utiliser le code NAF programmation info qui englobe une grande partie du coup de ces entreprises-là. Et ensuite, spécifier aussi une taille d'entreprise spécifique de 20 à 100 salariés. C'est pareil, c'est les clients du coup que l'on souhaite acquérir sur les prochains mois. Donc, un segment très spécifique. Une fois que j'ai choisi ce segment-là, il y a toute une partie création de matrice. Je vais vous montrer après, mais qui est super important de se poser avant de connaître exactement les pains par persona, quelle est la taille de marché adressable, quel ciblage je vais pouvoir utiliser, quels sont les intents, comme on parlait au début de ce webinaire, les intentions d'achat que je pourrais utiliser dans mes campagnes. Est-ce que ça va être du recrutement? Est-ce que ça va être l'usage d'une technologie en spécifique? Tout ça va être très important. Et c'est bien aussi de le décliner sur des personnes. Un exemple, moi sur Head of Growth, CMO et Growth Outbound, ça ne sera pas exactement les mêmes personnes, ils n'auront pas les mêmes enjeux, etc. Head of Growth, il va gérer toute une équipe. Un Growth Outbound, il sera focus sur l'outbound. Donc, je vais repartir pour chaque persona, du coup, une matrice spécifique. Ça, c'est vraiment un travail en préambule, mais après qui va faciliter toute la création de la campagne. Pour la création de la liste, très simple, avec Faro, vous pouvez créer des listes ultra segmentées. Donc, je peux cibler du coup des head of growth d'une programmation informatique de 20 à 100 salariés en quelques clics. Donc là, pour vous expliquer cette partie-là, donc voilà, c'est un document très simple que je fais du coup en début de campagne. On va du coup mapper les différents intitulés de poste qui vont correspondre à ce persona pour avoir la liste la plus exhaustive possible. Ensuite, quels sont les différents pains qu'ils vont avoir, le ciblage, quelles sont les intentions d'achat, les intents que je veux récupérer qui me semblent pertinents pour ce persona-là. Et ensuite, je vais commencer du coup à travailler sur le copywriting de la campagne pour gagner du temps et être le plus efficient possible. Une fois que j'ai fait ça, comme je vous l'ai dit, la liste, très simplement, avec Faro. Deuxième étape, identification des contenus. Donc là, nous, chez Faro, on a, ça fait quand même 4 ans qu'on existe et qu'on crée pas mal de contenus. On a énormément de contenus, on a plus de 100 articles de blog, une quarantaine de vidéos YouTube, une quarantaine de témoignages, etc. Donc, il y a vraiment tout ce travail-là de matrice qui est très important du coup à faire. Après, voilà, c'est vraiment, vous le faites une fois quand vous commencez une première campagne all-bound. Après, vous le mettez à jour, mais ça va beaucoup plus vite. Mais c'est très important de prendre ce temps-là, de créer un tableau des contenus sur le cycle de vente. Quel contenu j'ai pour chaque étape de cycle de vente. Et ensuite, de travailler du coup sur la priorisation des contenus à créer. Là, sur Faro, le tableau n'est pas entier, mais j'ai fait quelque chose de très très simple. Un Google Sheet où je mets les étapes du cycle de vente, les différents types de contenus que j'ai, et ensuite je remplis tous les contenus que j'ai pour chaque étape pour que l'on puisse ensuite se poser avec les équipes sales et toute l'équipe marketing de se dire OK, quel contenu j'ai actuellement, est-ce qu'il est encore pertinent, est-ce qu'il est trop ancien, est-ce qu'il en faudrait un nouveau, et ensuite derrière créer un petit calendrier du coup éditorial, quel contenu je dois créer en priorité. Nous on fait très simplement avec ClickUp pour pouvoir aller le plus rapidement possible. Et même petit tip, si vous voulez lancer la campagne un peu plus rapidement, nous ce que l'on fait des fois chez Faro, c'est que par exemple on sait qu'il y a un contenu qu'on va pousser en étape 4, etc. On peut lancer la campagne et le créer en cours de campagne parce qu'on sait qu'il sera lancé 2 semaines après. Ça met un peu la pression, mais ça permet du coup de lancer la campagne plus rapidement et ça vous permet du coup de ne pas avoir tout forcément qui soit prêt si vous avez une campagne qui est un peu plus longue. Cette possibilité de zoomer, Mathis, je vous enverrai tout ce contenu là-dessus, du coup, que vous pourrez re-regarder là-dessus, mais sinon, je pense que je peux zoomer. Après, là, au niveau du contenu, c'est pas vraiment très intéressant, c'est vraiment un petit Google Sheet, etc. Mais je vous enverrai tout ça pour que vous puissiez zoomer, parce que là, je crois que tu ne peux pas zoomer directement du coup depuis cette presse. Troisième étape, plan d'action et KPI. Donc déjà au niveau du plan d'action, je choisis le type de campagne que je vais envoyer. C'est une campagne all-bound multicanal que l'on allait faire. Et du coup, la partie qui est très importante, l'a dit Juliette, c'est du coup de déterminer quel KPI, quels sont les objectifs de cette campagne. Ça, c'est déterminant parce que si je n'ai pas d'objectif précis, je ne pourrai jamais savoir si la campagne a réellement fonctionné ou pas. Nous, chez Faro, c'est un objectif très simple. On veut un nombre d'essais que nous génère du coup cette campagne sur notre persona prioritaire. Donc on dit, OK, j'ai 100 personnes du coup je vais cibler, je veux 15% d'essais, donc je veux 15 essais au moins minimum qui sont déclenchés par cette campagne-là. Et ensuite, je vais créer le premier workflow de la campagne pour pouvoir ensuite faciliter pareil sa création. Au niveau du workflow, là c'est quelque chose du coup que je fais par exemple sur Miro. Des fois, je peux être directement sur l'Emlist. Mais un exemple de campagne assez simple que l'on envoie du coup sur l'outbound, ça va être de la campagne multicanal classique. On va faire en préambule un peu de setting. On va ajouter du coup la personne sur LinkedIn,
un petit like sur son contenu pour du coup se présenter un petit peu avant de rentrer du coup dans le vif du sujet. Ensuite, on envoie un premier mail, puis s'il n'y a pas de réponse, un premier message LinkedIn. Il faut savoir que sur ces premiers échanges, je ne pousse pas directement du contenu. Je préfère du coup d'abord faire des messages très courts, voir s'il y a la possibilité, s'il y a un intérêt du coup d'échanger ensemble avant d'aller chercher du contenu. Ça peut arriver du coup, et bien entendu, c'est fréquent que sur ces premiers échanges, il y a directement un essai qui se déclenche. Donc, si jamais il y a l'essai qui se déclenche, là, on part du coup sur la partie sales. Donc, la personne a déclenché un essai, c'est les sales qui vont prendre en charge du coup l'opportunité. Et là, ils vont vraiment faire une analyse spécifique de sa stack ou des besoins qu'il a. Et en fonction de ça, ils vont choisir du coup les contenus, soit de qualification, soit de nurturing, soit de closing à lui envoyer pendant les relances, pendant son essai. Si jamais il répond pas, enfin il n'a pas fait d'essai, pardon, à ce moment-là, on continue la campagne. Donc là, on va envoyer un deuxième email avec du contenu spécifique lié à la prospection pour déclencher un intérêt du coup sur ce prospect, une vidéo, un article de blog ou un use case spécifique. Pareil, un deuxième message LinkedIn avec un contenu du coup pareil de prospection pour attirer son intérêt. Et là, on refait un check-up. Est-ce qu'il a déclenché un essai? Oui, non. S'il n'a pas déclenché d'essai, on part dans une campagne de nurturing. La campagne d'outbound s'arrête. Et là, c'est une campagne beaucoup plus longue. On va lui pousser du coup du contenu de nurturing sur plusieurs mois pour qu'on reste du coup dans sa tête si jamais le besoin se déclenche quelques mois après. Si jamais il déclenche un essai, on repart sur du coup la même configuration. Les sales prennent le relais avec l'analyse de ses besoins et pousser le bon contenu entre qualification, nurturing et closing. Quatrième étape du coup de préparation de campagne. Là, on va créer tous les contenus que l'on avait besoin et que l'on n'avait pas du coup sous la main dans la bibliothèque pour cette campagne. Nous, dans l'optique, c'était de la vidéo spécifique. La plateforme, elle évolue pas mal et notamment, on voulait montrer des use cases spécifiques pour ces personas-là, par exemple l'import de fichiers, comment récupérer les visiteurs de son site web. Donc, on a dû créer du coup les vidéos pour ça. Et pareil, des use cases, plus des témoignages de secteurs d'activité mis à jour, plus récents que l'on voulait faire. Donc l'action, configuration de la campagne Lemlist. Je configure toute la campagne pour qu'il n'y ait plus qu'à la lancer ensuite et je crée les vidéos et le contenu qui est associé. Donc là, voilà, très simple, je vais montrer du coup un exemple du coup de campagne de prospection que l'on fait sur Lemlist en préambule du coup pour essayer du coup d'attirer l'attention de notre prospect et des vidéos nous qu'on fait très simplement avec Loom. Il y a plein de solutions qui existent actuellement, mais déjà des vidéos Loom, c'est gratuit suivant le temps de contenu qu'on fait, sinon c'est très peu cher, qui vous permet de faire des contenus de grande qualité et qui sont très intéressants, notamment quand on présente un produit où c'est très visuel. Cinquième étape du coup de lancement de campagne. Donc là, on va suivre du coup les KPI, c'est les essais, la transfo que l'on a. Donc au niveau du suivi sur Faro, on a deux suivis. On peut suivre très facilement maintenant avec tous les outils directement depuis son CRM. Tous les outils sont intégrables au plus gros CRM du coup du marché. Nous, on choisit du coup de travailler avec une solution externe. Ça peut être Looker Studio, nous ça va être Metabase. On combine du coup nos outils type Lemlist, notre CRM PubDrive que l'on va chercher du coup sur Metabase pour avoir une vision un peu plus global, du coup, sur les KPI classiques, taux d'ouverture, taux de clic, taux de réponse, mais aussi sur le nombre de comptes et le nombre de démos générés en temps réel, qui nous permet du coup de regarder aussi cette campagne-là sur le full funnel quand elle est en train de se lancer. Sixième étape, du coup, tracking et optimisation. Ben là, on va vraiment regarder l'engagement par étape, le retour des messages ou le retour des sales qu'ils ont dans leur relance. Là, ça pareil, ça va se regarder une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. OK, quelle est la performance de mon contenu sur chaque étape? Là, par exemple, on voit très bien sur cette campagne-là que le taux de clic sur l'étape 3 est beaucoup inférieur au taux de clic moyen. On est entre 12 et 15% de clics. Là, on est à 3%, c'est-à-dire que le contenu n'est pas bon. Soit il n'est pas assez mis en valeur, soit il ne répond pas à la problématique de mes personas. Donc ben là, on peut voir du coup qu'il faut changer du coup le contenu à cette étape-là. Donc, A/B tester en plein milieu de la campagne, soit au début si vous avez un doute, soit en plein milieu, ou changer de contenu pendant une campagne. Ben, c'est très important pour avoir la meilleure performance possible. Ensuite, en partie post-mortem, je ne pourrais pas le partager dessus parce que c'est une campagne qu'on a commencé début janvier, donc qui est encore en cours chez Faro. Mais je pense que je ferai un post LinkedIn du coup pour vous partager du coup les résultats de cette campagne-là que l'on a eu. Donc voilà, on est 55 minutes de webinar. On va pouvoir répondre aux questions. On a essayé de tenir les timings avec Juliette. Normalement, on y est parvenu. Yes, je vois qu'on a déjà quelques questions
Il y a Lisa qui demandait, pour le deuxième email, est-ce que vous privilégiez des contenus, achats, cas clients ou plutôt haut de funnel? Ça dépend un petit peu, encore une fois, de ton audience, ça dépend un petit peu de ce que tu vas analyser dans tes tests. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que d'abord, imaginons ton cycle, enfin, imaginons ton nurturing, c'est, il a téléchargé un livre blanc. Moi, j'aime bien avoir, avant de pousser trop vite vers de la vente, d'avoir: «Vous avez aimé ce contenu, donc vous devriez aimer aussi ces 3 autres contenus» et de proposer peut-être d'autres formats de contenu. Je sais pas, il y a eu un livre blanc, bah, je lui pousse un témoignage vidéo, je lui pousse un article de blog et je lui repousse, je sais pas, un template de quelque chose. Et ensuite, en troisième, au fait, by the way, nous, on est telle boîte et voilà ce qu'on fait et on peut en discuter et les gens comme vous ont souvent cette problématique, et cetera, et cetera. Moi, j'avoue que j'aime bien faire 2 mails où tu apportes de la valeur et un troisième où tu commences à pousser vers du sales. Je sais pas ce que toi tu en penses, Flavien? Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, sur le deuxième email, par exemple, je suis toujours dans la partie prospection, attirer vraiment l'attention. Donc, je vais peut-être pas lui pousser directement des use cases, etc. Vraiment essayer de rester du coup dans cette partie-là, prospection. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que je peux répondre à sa problématique ou pas? Mmh mh. Et Lisa, tu avais une autre question. Quelle est la moyenne en termes de nombre de contacts que vous avez dans vos listes en général? Ça, enfin, je sais pas s'il y a une moyenne en général, c'est vrai qu'une campagne, c'est moi, je commence tout juste, par exemple, à créer ma base de données, donc pour l'instant, j'ai, je sais pas, 500, un peu moins de 500 contacts, je pense, 400 et quelques. Mais toi, Flavien, ça fait 4 ans qu'il y a ta boîte, à mon avis, tu as des milliers de contacts, donc ça se fait dans Ouais. les 2. Ouais, clairement et en fait, pour le la liste, c'est en fait, c'est comme une, c'est me disait, c'est comme une campagne ABM, ça va être quand même, l'hyper-personnalisation et notamment du coup, sur, le secteur d'activité, typologie, du coup de boîte et les personas. Donc, logiquement, si vous avez, entre 50 et 150 personnes du coup dans votre campagne, c'est qu'elle est bien ciblée. Si vous en avez 700, souvent c'est que, bah, vous allez vous adresser un peu à tout le monde, donc moins vous avez de monde, plus ça sera pertinent. Après, bien sûr, si vous faites une campagne que sur 10 personnes, ça va être très dur d'avoir du coup du retour et de savoir si elle a fonctionné ou pas. Mais cette liste-là, aux alentours de 100, c'est un bon chiffre, je pense. Ouais. Laurent qui demandait: «La test, vous le faites à partir de quelle quantité d'emails?» Bah, ça peut être dès le début, en fait. Dès le début, tu te dis: «Bah, OK, on a», ça peut être un test tout con sur soit un objet de mail, soit sur un titre d'e-book, soit sur de la pub, du coup, vraiment très haut de funnel, en tout début de la campagne. En fait, il faut déjà réfléchir un petit peu A/B test, au moment où tu vas lancer ta campagne et après tu peux réoptimiser, refaire d'autres tests comme ce que Flavien montrait, que typiquement son email 3 il fonctionne pas de ouf, donc il va, le changer en plein milieu de campagne et peut-être qu'il va garder celui-là et tester un autre. En fait, au lieu de tout changer, potentiellement tu peux garder ton mail actuel et envoyer la moitié des gens vers le mail numéro 2 et voir dans, 2 semaines, ce que ça aura donné, quoi. Clairement, je suis d'accord avec toi, là-dessus, Juliette. En gros, l'A/B test, il y a pas de minimum, c'est vraiment pour, faire des conclusions. Donc là, il faut un minimum de temps, un minimum de prospects contactés. Mais là, par exemple, même si j'avais contacté que 20 prospects et je vois que j'ai que 3 de taux de clic, je garde le contenu existant, mais par contre, je vais en tester un deuxième. Et une fois que j'aurai 100-150 emails envoyés, 150 prospects du coup qui auront reçu cet email, là, je pourrais faire une conclusion. Bon, OK, est-ce que, le test que j'ai fait fonctionne vraiment? Est-ce que c'est mieux? Ou alors ça se trouve l'autre, aura eu des performances qui seront, intéressantes. C'est pour les conclusions qu'il faut attendre, mais l'A/B test, vous avez envoyé 10 mails, vous voyez que ça fonctionne pas, testez directement quelque chose d'autre, hein, mais en gardant le premier contenu. Mmh. Pour ta question, Paul, sur les vidéos personnalisées, ça dépend quel niveau de personnalisation tu as. Ça moi, j'aime bien l'outil, je ne sais pas si vous le connaissez, mais l'outil Vidéo Ask qui permet de personnaliser, mais surtout de gamifier un peu avec de la vidéo. Vidéo Ask, ça permet de te filmer où tu dis un truc et ensuite c'est fait par Typeform qui est un outil de formulaire. En fait, tu fais ta vidéo, tu expliques, blablabla, je fais ci, je fais ça, est-ce que tu as besoin d'aide sur ça, 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 par exemple? Et tu as plusieurs propositions et en fonction de là où ils vont cliquer, ça va envoyer, vers d'autres, vidéos, d'autres réponses et cetera. Il y a ça, il me semble que maintenant alors j'ai pas du tout utilisé ces outils-là, donc j'ai pas de nom à vous recommander, mais il y a des outils qui permettent de faire de la vidéo un peu mix où en fait tu fais ta vidéo et juste prénom, tu le laisses en vide et l'IA re-remplit par, des prénoms, par exemple. Et ça, j'ai pas testé, en live, donc je sais pas si toi, Flavien, tu as des retours?
Ouais, en fait, il y a différentes typologies. C'est pas forcément très chronophage, une vidéo personnalisée. En fait, comme l'a dit Juliette, il y a différentes typologies de personnalisation. Tu peux faire une vidéo longue qui va te prendre 30 minutes si tu fais vraiment beaucoup de prises pour la faire. Ou en fait, tu vas être personnalisé, mais en t'adressant à toutes les personnes. Tu connais leur pain, etc. Donc, tu peux faire Hello, du coup, ben, je sais que du coup, vous avez ça. Je voulais te montrer du coup comment utiliser. Elle est personnalisée et tu peux l'envoyer à 50 personnes. Tu peux Mm. aussi faire de la personnalisation. Tu as le logiciel comme Reply, IQ, etc. Comme l'a dit du coup Juliette où ça va personnaliser le nom et le site web du prospect qui va changer derrière, etc. Donc, ça ne prend pas forcément de temps. En fait, tu peux avoir une vidéo qui soit personnalisée. Si tu as un segment qui est très ciblé, même si tu ne t'adresses pas avec le nom, prénom, etc., tu peux avoir une vidéo qui soit très personnalisée. Mm, mm. Mathis, sur les messages vocaux pour démarrer la prise de contact auprès des C-level, j'ai l'impression qu'on en revient des messages vocaux, qu'il y a un moment où c'était hyper, à fond et moi pareil, je l'ai testé, 2021, ça marchait très bien pour le côté curiosité. Je trouve que maintenant, comme on a tendance à avoir beaucoup de vocaux dans tous les sens, je suis pas convaincue. Après, encore une fois, c'est une question en effet de C-level, c'est des choses à tester. Cette audience C-level, et cetera, faut voir. Potentiellement, typiquement, nous, les marketeurs, on est un peu saoulés parce que, on connaît les techniques derrière et du coup, on va moins les ouvrir. Peut-être qu'un directeur financier, par exemple, qui est moins, au courant de ces techniques-là, ça va lui faire un truc de ouf, d'avoir un vocal. Donc encore une fois, bah, c'est du test et de savoir ton persona. Ouais, et puis il y a vraiment 2 écoles. Il y en a aussi qui aiment pas trop les vocaux sur le milieu professionnel, qui gardent ça vraiment très, en milieu personnel. Et puis il y a aussi, que les vocaux normalement sont faits pour gagner du temps, pour exprimer du coup, quelque chose d'un peu plus long, plus rapidement. Mais souvent c'est aussi très décousu. Donc, et puis on doit le réécouter 4, 5, 6 fois pour vraiment, comprendre toutes les questions ou ce qu'elle a dit la personne. Donc en vrai, à tester, hein, comme l'a dit Juliette, de toute façon, il y a que le test qui fonctionne, mais, c'est pas forcément, un remède miracle comme on pouvait le penser il y a 1 ou 2 ans. Yes. Bah, peut-être pour finir, la question de Abdoul, si on peut faire un petit résumé de moins d'une minute. Bel Hem, exercice. allez, je le tente. En gros, l'all-bound, c'est vraiment ce mix inbound, outbound, c'est de faire travailler à la fois les sales et le marketing on choisit un persona ou un secteur d'activité, on se focus là-dessus, on crée tous les contenus, on a bien analysé son cycle de vente, on crée le bon contenu au bon moment et on voit à quel moment les sales interviennent, à quel moment le marketing intervient et on teste tout ça. On lance et on essaye d'avoir une approche très 360, de tester plein de formats, de plein de canaux marketing différents et ensuite on voit ça et le retour sur investissement de l'all-bound est juste malade. Et merci beaucoup Juliette. C'est réussi, je pense, avec succès. Abdul, tu peux me dire ce que tu en pensais, mais du coup, un résumé du coup de cette heure de live en 1 minute. En tout cas, du coup, merci à tous d'avoir participé. Avant, c'est vrai qu'on vous le présente à l'écran, mais si vous souhaitez du coup contacter Juliette, ben, elle va vous le dire, mais elle reste disponible du coup par email sur son site, même sur LinkedIn. Elle est vraiment très réactive. Et pareil, de notre côté, si vous souhaitez tester Faro, si vous ne connaissez pas encore, pour créer du coup, vos listes de prospects ultra segmentées, vous avez 15 jours d'essai gratuit. Donc, n'hésitez pas à faire un essai aussi. Yes. LinkedIn, définitivement, mon site est en train d'être retravaillé, donc LinkedIn, ce sera là où vous aurez les informations les plus à jour et mon mail, définitivement. Merci Flavien pour l'invitation, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec Faro. Ben, merci à toi, Juliette. C'était super cool du coup de l'organiser ensemble et d'apporter ton expertise. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous enverra un petit mail pour vous envoyer du coup le replay et la présentation. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous donner vos retours. On est toujours très preneurs. Il y a plein de choses à améliorer. Donc, l'objectif, c'est que ça soit le plus qualitatif possible. Exactement. Merci à tous et puis on se retrouve, sur LinkedIn pour ceux qui le souhaitent. Yes, merci à tous. Salut, Juliette. À bientôt. Bye bye.